Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Pascal Jouquet. Pascal Jouquet, vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et responsable de l'équipe fonctionnement écologique des sols tropicaux et tempérés au sein de l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement à Paris. Votre recherche porte sur l'étude du rôle de la biodiversité, principalement les termites et les vers de terre, dans le fonctionnement des sols et la fourniture des services écosystémiques. Vos travaux ont été en majeure partie réalisés dans les écosystèmes tropicaux, en Côte d'Ivoire, au Vietnam, en Inde, où vous avez travaillé au total 10 ans, ainsi qu'en Thaïlande, au Cambodge et en Tunisie. Vous avez publié une centaine d'articles scientifiques et plusieurs chapitres de livres. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une conférence sur le sujet « C'est quoi un insecte? Pourquoi ils sont importants ?» En prenant l'exemple des termites sous les tropiques, il s'agira de comprendre quel rôle jouent les insectes dans le fonctionnement des écosystèmes et surtout quel lien et quel avenir pour les objectifs du développement durable. Merci Pascal, je vous laisse la parole. Merci Julie, bonjour à tous. Alors, je vous propose de partager mon écran et de partager donc une présentation que j'ai donc effectuée pour l'occasion. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'écran? J'imagine que ça devrait être bon. Julie, Oui, oui? oui, moi je Très vois. bien. Alors, peut-être deux mots avant de commencer cette présentation qui va donc porter sur les insectes. Deux mots pour me présenter. Je suis donc chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, qui est donc un institut de recherche, l'IRD, qui est donc un institut de recherche public français, qui travaille avec ses partenaires du Sud, donc les pays en voie de développement et principalement les pays les moins avancés, pour le développement de connaissances scientifiques interdisciplinaires visant, s'inscrivant en fait dans le cadre des objectifs du développement durable. Alors, qu'est-ce que sont ces objectifs du développement durable? Ce sont différents domaines, différents objectifs que se sont donnés les Nations Unies et qui visent, pour faire très simple, à réduire la pauvreté, réduire les inégalités et aussi permettre à nos sociétés de s'adapter aux changements, à des changements locaux et globaux auxquels nos sociétés doivent faire face. Et je suis enfin affecté, ou je travaille au sein d'une unité de recherche qui s'intitule YES Paris, qui veut dire l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement à Paris, donc comme son nom l'indique, qui est situé donc à Paris, à l'Université Sorbonne Université, et au centre IRD Bondy, ou encore à l'Université Paris 12 Créteil, et à l'INRA de Versailles. Voilà. Donc, je vous propose donc cet exposé sur les insectes et je vais essayer de répondre à deux questions principales. La première, qu'est-ce que sont les insectes? Et puis la deuxième, pourquoi sont-ils si importants? Et enfin, je vais utiliser un modèle biologique, le termite, pour essayer de mettre en lumière un petit peu ces relations un peu particulières, ambivalentes que nous avons avec les insectes, perçus plutôt négativement et pourtant assurant une multitude de services utiles à nos sociétés, qu'on appellera donc les services écosystémiques. Alors, cette présentation s'inscrit en fait dans le cadre d'une exposition qui est organisée, réalisée par l'IRD. C'est une exposition virtuelle dont on peut avoir accès facilement et gratuitement en ligne en tapant sur nos moteurs de recherche usuels les mots suivants, donc vidéo, présentation, les insectes au secours de la planète. Et donc, on tombe sur cette présentation qui est donc très bien faite et qui prend le parti pris de montrer ce en quoi les insectes, finalement, peuvent fournir des services vraiment utiles à nos sociétés. Voilà. Alors, un insecte, qu'est-ce que c'est? Alors, insecte veut dire en fait en différentes parties. Ce sont donc des arthropodes qui vont être segmentés et qui vont avoir en gros trois grandes parties distinctes, la tête, le thorax et l'abdomen. Alors, la tête, c'est évidemment la partie qui va héberger les yeux, les antennes, mais aussi les pièces buccales. Les insectes étant pour moitié phytophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent aussi bien de racines que de fruits, que de feuilles, et pour autre moitié carnivores, voire détritivores, les insectes vont en fait avoir une grande diversité de régimes trophiques, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir d'une grande diversité
de choses. Et donc, l'évolution a conduit à une sorte de spécialisation. Et donc, les pièces buccales se sont donc spécialisées et on va avoir donc des pièces buccales vraiment très spécifiques, comme par exemple le proboscis, donc cette trompe qu'on peut voir ici. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir mon curseur, mais c'est clairement la trompe des papillons, ou le stylet des moustiques, qui va donc être cet organe piqueur, voire les organes, les mandibules de type broyeur des scarabées, par exemple. Donc, on va avoir, associé à une grande diversité de régimes trophiques, on va avoir une grande diversité de morphologie et donc de pièces buccales. Voilà. Ensuite, le thorax. Le thorax, ce sont 3 segments qui vont porter en fait les organes locomoteurs. Donc, les insectes ont 3 paires de pattes, donc une paire de pattes par segment, donc 6 pattes au total, et aussi des ailes. Alors, tous les insectes ne sont pas ailés, mais il y a l'exception des actérygotes, donc les poissons d'argent, mais en gros, tous les insectes sont à un moment ou à un autre ailés, ou dans le cas particulier des insectes sociaux, au moins les reines ou les couples reproducteurs le sont à un moment donné. Les insectes, la dernière partie, donc l'abdomen, ça va être la partie qui va héberger les organes reproducteurs, les organes liés à la digestion, etc. C'est à peu près 11 segments. Et ce qui est intéressant aussi avec les insectes, c'est qu'à la différence de nous qui avons donc un squelette interne et notre système nerveux qui est dorsal, les insectes, eux, ont un système nerveux qui va être ventral et surtout ce qu'on appelle un exosquelette, c'est-à-dire un squelette externe, qu'on appelle la cuticule, qui est composé de polymères particuliers, la chitine, qui fait que ce squelette est donc évidemment extrêmement rigide et que donc l'évolution, les individus ne veulent pas pouvoir grandir de façon continue, mais vont avoir ce qu'on appelle des mus. Et donc, différentes stratégies en fait pour évoluer, pour passer d'un stade juvénile à un stade adulte. Donc ici, les 2 grands cycles de vie que vous pouvez voir à droite, ici, 2 grands cycles de vie, donc très différents. Un premier qui part de l'œuf et où les individus les plus jeunes vont petit à petit grandir, évoluer au travers de différentes mues en adultes, mais les individus restent les mêmes. Il y a juste un développement d'organes particuliers, par exemple d'organes qui vont être non fonctionnels, comme les organes sexuels, ou d'organes atrophiés, comme les ailes. Et petit à petit, les individus se ressemblent beaucoup, les juvéniles et les adultes, et on a petit à petit, au fur et à mesure des mues successives, passage comme ça d'un individu, d'un stade à un autre, mais très peu d'évolution. Et puis, on va avoir l'autre grand cycle de vie, qui lui consiste en fait par une phase, comporte en fait une phase immobile qu'on va appeler une phase nymphale, où on va avoir donc 2 phases très différentes. Un stade où les individus, donc les juvéniles, les larves, vont avoir même des niches écologiques, des régimes trophiques ou des habitats qui vont être très différents du stade adulte. Et ce stade nymphal où on va avoir une complète métamorphose et émergence, donc un individu adulte, un imago, qui sera totalement différent en aspect par rapport aux autres, au stade larvaire. Alors, un insecte, c'est quoi? C'est en fait l'essentiel du vivant. C'est à peu près les 3/4 des espèces animales aujourd'hui décrites. C'est 1,3 million, 1,4 million, donc 1,5 million, disons, d'espèces décrites aujourd'hui et peut-être 10 millions ou voire plus restant à découvrir. Donc c'est une diversité insoupçonnée, mais qui, c'est bien illustré ici avec ce dessin, cette représentation, qui constitue en fait l'essentiel du vivant. On voit par comparaison ici les vertébrés avec le petit oiseau et qui inclut donc les mammifères. Donc c'est l'essentiel du vivant. C'est aussi l'essentiel de la biomasse sur Terre. C'est si l'on mettait ensemble tous les insectes réunis, ce serait équivalent à 300 fois la biomasse humaine. C'est 4 fois la biomasse des vertébrés. Donc c'est une biomasse vraiment considérable. Et ce qui est intéressant, c'est que la moitié de cette biomasse est représentée en fait par les insectes sociaux. Donc très peu des insectes sociaux qui sont finalement très peu divers en termes de diversité taxonomique, mais qui constituent en fait l'essentiel de la biomasse sur Terre. Et puis, dernier point peut-être, les insectes, ce sont aussi les premiers organismes vivants à être apparus, à se déplacer sur Terre. Ce sont les premiers fossiles apparaissent, ont été identifiés dès le Dévonien. Voilà.
On a une période un peu particulière qui est le Carbonifère, où on avait des insectes qui faisaient jusqu'à 70 cm d'envergure. Et puis, on voit que les tétrapodes et puis après les mammifères, les primates sont apparus évidemment bien après. Alors, les insectes, pourquoi sont-ils importants? Eh bien, malheureusement, la première chose à laquelle on va penser, c'est l'effet plutôt négatif des insectes. On parlera alors de 10 services. C'est évidemment le moustique qui tue tous les ans entre 750 000 à 1 million de personnes par an. J'aurais pu mettre une punaise de lit, mais j'ai préféré rester dans le tropical et vous mettre une autre punaise hématophage, celle qui est responsable de la maladie de Chagas, qui tue à peu près 13 000 personnes par an et qui infecterait tous les ans 6 à 7 millions de personnes. C'est plus de 300 millions de dollars qui sont utilisés tous les ans pour lutter contre cette maladie ou se soigner. Alors, je n'ai pas ce chiffre avec les moustiques, mais j'imagine ce chiffre aussi est encore plus colossal. Et puis, peut-être un dernier exemple qui fait un peu parfois la une des journaux aussi, c'est les acridiens, donc ces criquets, les criquets pèlerins, qui vont donc être capables de former des essaims et de parcourir des centaines plus de 100 km jusqu'à 150 km en une journée, et sur 1 km², être capable de consommer autant que à peu près 35 000 personnes. Donc, sans être à l'origine des famines, en tout cas, un insecte qui va grandement y contribuer, en tout cas, est un facteur déterminant. Mais les insectes, ce ne sont évidemment pas que ça. Les insectes, ce sont aussi, et surtout peut-être, des éléments des réseaux trophiques. Donc, ce sont des animaux qui vont être les proies d'autres animaux, mais aussi, donc c'est cette illustration que je vous présente ici, donc des proies pour de nombreux animaux, mais aussi des prédateurs, voire des parasites d'autres animaux. Ce sont aussi des détritivores, donc des animaux qui vont permettre en fait la décomposition de la matière organique, donc des animaux morts ou de la litière, et qui vont permettre une recirculation des nutriments aux plantes finalement, et donc permettre la croissance, contribuer ainsi au recyclage des nutriments et à la croissance des plantes. Donc un rôle majeur de ces insectes dans les réseaux trophiques et dans les cycles de la matière et des nutriments. Là encore, c'est un aspect qui fait régulièrement la une des journaux, en particulier lorsqu'on parle des néonicotinoïdes et des problèmes liés aux insectes, aux pesticides tueurs d'abeilles. Les insectes, c'est aussi la pollinisation. 90% de la pollinisation est assurée par les insectes. C'est 90% des plantes sauvages qui vont être concernées. C'est la 3/4 des plantes de nos cultures. Donc, les insectes jouent un rôle majeur aussi vis-à-vis de ce processus écologique, la pollinisation. Moins connu peut-être moins connu en France qu'ailleurs peut-être, les insectes, c'est aussi une source alimentaire et voire de pharmacopée. Donc, je crois que c'est plus de 2 milliards d'individus dans le monde qui consomment des insectes. La pharmacopée, ça peut nous paraître étrange, mais c'est 300 espèces, je crois, qui sont utilisées dans la pharmacopée chinoise. Donc, un aspect aussi non négligeable. Et enfin, et j'en reviendrai dessus à la fin de ma présentation, ça peut être aussi un bien culturel. Alors, ça peut paraître anecdotique. On pense évidemment aux scarabées qu'on trouve dans l'Égypte ancienne. Voilà, mais je reviendrai sur ce point. Donc, les insectes peuvent fournir aussi des services quelque part un peu inattendus. Des économistes se sont intéressés à essayer de chiffrer l'importance de cette diversité des insectes ou cette activité des insectes. Et ces chiffres sont évidemment à prendre avec un certain recul, mais on estime que ça représente à peu près, enfin c'est au-delà de 500 milliards de dollars par an. Voilà, donc des services considérables. Alors, les termites. Les termites, un ravageur bien utile. Alors, comme je le disais en début de cette présentation, je pense que c'est un modèle biologique particulièrement intéressant parce qu'il est à la fois source de rejet, c'est une espèce nuisible, et pourtant qui va fournir une multitude de services écosystémiques extrêmement utiles. Alors, lorsqu'on pense aux termites, surtout sous nos latitudes, on pense aux termites qui vont s'attaquer au bois de nos habitations. Sous les tropiques, c'est évidemment ça, mais c'est en plus
un acteur majeur de la dégradation ou de la perte de rentabilité des cultures. Donc, certaines cultures peuvent être réduites de plusieurs dizaines de pourcents, voire l'intégralité des cultures peuvent être ravagées dans certaines situations. Donc, en gros, dès qu'il commence à faire chaud, on va avoir des termites et c'est malheureusement quelque chose qui va nous coûter relativement cher. Mais les termites, comme avant, ce n'est pas que ça. Ce sont aussi ce qu'on appelle des bioturbateurs et des ingénieurs de l'écosystème. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Bioturbateurs, ce sont des insectes qui vont être capables de prendre le sol et de construire des habitats, leurs habitats, les termitières. Des termitières qui vont avoir des aspects, des formes extrêmement différentes. Donc ici, quelques exemples, hein, les 3 photos du haut, qui sont des photos prises en Inde et en Équateur et qui montrent un exemple de diversité de termitières qu'on peut observer sous les tropiques. Certaines termitières, par exemple, comme celle de gauche, qu'on appelle les termitières cathédrales, peuvent mesurer jusqu'à plusieurs mètres, voire jusqu'à 6 mètres de haut, je crois, dans certaines situations, pour un animal qui, lui, fait quelques millimètres. Donc, des structures extrêmement considérables, donc une capacité à modifier, à influencer les propriétés des sols sans commune mesure. On a aussi ce qu'on appelle des plaquages, donc ce sont ces sols qu'on voit là tenus par une main, qui sont des sols en fait qui vont être utilisés par les termites pour recouvrir la matière qu'ils vont consommer. Donc les termites consommant principalement les matières organiques mortes, donc les feuilles, le bois, eh bien en fait ils vont recouvrir ces résidus et de bois pour se protéger, pour garder l'humidité, pour se protéger des prédateurs, etc. C'est ce qu'on appelle des plaquages. Et donc, ces plaquages et ces termitières vont en fait constituer des habitats pour nombreux organismes, allant du micro-organisme jusqu'à la plante. Et c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie de l'écosystème. On a eu donc une modification d'un habitat, des ressources pour les autres organismes du milieu. Alors, étant scientifique, je ne peux m'empêcher de vous présenter quelques résultats très rapidement. Résultat d'une étude qui a porté en fait sur la comparaison des propriétés de ces plaquages dans de nombreux écosystèmes, aussi bien en Amérique qu'en Asie, qu'en Afrique et même en France. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez ici un graphique qui représente en fait l'effet relatif des termites. On voit qu'ici à 100, c'est la valeur seuil qui nous dit qu'en delà, on a un effet positif des termites et en deçà, on aura un effet négatif. Et on va donc comparer, nous nous sommes donc intéressés à différentes propriétés des sols en comparant par exemple les argiles. Alors les argiles, c'est lorsque l'on prend le sol, qu'on se débarrasse de la matière organique, qui ne représente que quelques pourcents en termes de massique. On peut ensuite différencier nos particules minérales en classes de taille et les particules les plus fines, donc les argiles, ensuite viennent les limons et ensuite viennent les sables. Et plus les particules sont fines et plus les particules sont intéressantes d'un point de vue fertilité ou d'un point de vue propriété chimique des sols, parce qu'ils vont mieux retenir les nutriments, permettre une meilleure stabilité, meilleure propriété des sols meilleure rétention d'eau aussi, etc. Donc, on voit ici que la teneur en argile sera améliorée du fait de l'activité des termites. La conductivité électrique, qui est un proxy finalement, des nutriments qui vont être contenus dans les sols, est également améliorée. Plus de matière organique, puisque les termites, en fait, incorporent des fesses ou de la salive dans ces sols. Plus de limon, qui est l'autre classe de taille de particules minérales. Un effet neutre sur d'autres variables, comme la stabilité des agrégats, un proxy de la résistance à l'érosion, un effet neutre sur le pH et un effet négatif sur les sables, c'est-à-dire qu'on aura moins de sable dans ces sols. Et bien, tout cela fait que, finalement, ces sols remaniés par les termites vont apparaître comme des îlots de fertilité dans les milieux, dans le milieu environnant, par rapport au milieu environnant. Un autre exemple, la porosité. Les termites font des galeries dans le sol pour se déplacer, principalement parce qu'ils ont besoin de se protéger finalement de leurs principaux prédateurs. Et donc, ils vont se déplacer et faire des galeries dans le sol. Et en comparant ces galeries aux autres galeries faites par les autres invertébrés du sol, donc ici les vers de terre, donc nos principaux bioturbateurs ou ingénieurs en France ou dans nos milieux tempérés, en comparant aussi à ce que font les bousiers, donc d'autres insectes faisant des galeries aussi très importantes dans les sols, eh bien, on peut s'apercevoir que chaque animal va avoir un petit peu
son type de galerie, avec des propriétés, une architecture quelque peu différente. Et ces galeries dans le sol vont en fait avoir un effet favorable sur l'infiltration de l'eau dans le sol. Et donc, pour faire simple, sur la disponibilité de l'eau dans le sol pour les plantes. Ici, ce graphique présente trois situations. Une situation où nous sommes en Inde avec une pluviométrie de 900 mm par an, où nous sommes toujours en Inde, mais avec une pluviométrie plus élevée de 1100, et ici au Vietnam, un milieu beaucoup plus humide, où nous sommes à 1800. Et ce qu'on peut voir, c'est que les termites, et ici donc le facteur d'infiltration, c'est-à-dire en gros l'effet positif des termites sur l'infiltration de l'eau. On peut voir que, évidemment, nos trois animaux, les vers de terre, les bousiers et les termites, auront un effet favorable sur l'infiltration de l'eau, mais que l'effet des termites, lui, plus il augmente, plus la pluviométrie est importante et plus l'effet des termites est important. Si l'effet des vers de terre est considéré comme crucial dans nos sols, on voit qu'il est même inférieur à celui des termites dans le milieu étudié. Et puis surtout, on peut voir que finalement, dans les milieux les plus secs, eh bien, on ne trouve pas ni vers de terre, ni scarabée, ni bousier, et que ce rôle de l'activité biologique, ce rôle favorable de l'activité biologique sur l'infiltration de l'eau, il est uniquement assuré par les termites. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, via un schéma, on peut dire que les termites vont être capables de remanier énormément de sol pour construire des nids ou pour construire des plaquages, donc sheetings en anglais. Eh bien, ces structures vont apparaître en fait comme des taches de nutriments dans le milieu et vont avoir un impact sur la biodiversité des micro-organismes, des plantes, d'autres invertébrés. Et que les galeries qu'ils vont produire pour se déplacer et aller jusqu'à la nourriture qu'ils vont collecter, eh bien, ont un effet favorable sur l'infiltration de l'eau. Eh bien, ces processus écologiques qu'on observe dans la nature vont s'avérer extrêmement utiles et utilisés dans le cadre de pratiques culturales. Deux exemples. Le premier, une pratique culturelle qu'on trouve en Afrique subsahélienne qui s'appelle le zaï, qui est donc une pratique, une technique qu'on appelle d'agroécologie et qui consiste à faire des trous, des poquets dans le sol dans lesquels les agriculteurs ajouteront de la litière, de la matière organique, des branchages, des branches, des feuilles, éventuellement des excréments d'herbivores. Tous ces nutriments vont attirer les termites qui vont donc venir les prélever, mais aussi constituer tout un réseau de galeries dans le sol. Permettre ainsi une augmentation de l'infiltration de l'eau de sol, donc limiter ce qu'on appelle le ruissellement, et donc permettre une meilleure disponibilité de l'eau dans le sol. On peut voir dans les études citées ci-dessous, l'infiltration de l'eau est augmentée jusqu'à presque 2 fois du fait de l'activité des termites, et donc du fait de cette pratique agroécologique. Et cette pratique agroécologique, qui se base avant tout sur la stimulation de l'activité des termites, eh bien, permet de passer d'un écosystème dégradé à un écosystème, lui, productif, allant jusqu'à une augmentation de la productivité de 10 fois, dans le cas du sorgho, encore une fois dans les études citées ci-dessous. Et donc, si le système est maintenu, à passer d'un système complètement dégradé à un système productif, à un système forestier en quelques années. Donc, une restauration, une réhabilitation d'écosystèmes dégradés. Un autre exemple, celui-ci en Asie du Sud-Est, dans une région un peu particulière, qui est le bassin bassin inférieur du Mékong, qui est une région qui va du nord du Laos jusqu'au nord-est de la Thaïlande, jusqu'au Cambodge et également jusqu'au delta du Mékong au Vietnam. Et donc, dans ces milieux, on trouve ce qu'on appelle des buttes termitiques. Les termites vont construire des nids qui vont après être colonisés, utilisés par d'autres animaux, et tout cela va conduire à la formation de buttes. Donc, on peut voir ici quelques photos qui vont en fait créer de l'hétérogénéité dans les paysages, en créer des mosaïques dans le milieu. Au lieu d'avoir un système globalement homogène, on va avoir un milieu extrêmement hétérogène, extrêmement complexe. Ce qui est intéressant, c'est que la densité de ces buttes est, elle, quelque part en chute libre. Elle est de 10 dans les milieux dits naturels, peu perturbés, jusqu'à 8 à 6 au Laos ou au Cambodge, donc des milieux cultivés de façon plus extensive, jusqu'à moins de 1 butte par hectare dans le nord-est de la Thaïlande, où là, les pratiques culturelles sont plus intensives, et aucune butte observée, à ma connaissance du moins, au sud du Vietnam, dans le delta du Mékong. Ça tient peut-être à d'autres facteurs, mais c'est aussi l'endroit où les cultures sont les plus intensives.
Et ce que nos travaux montrent, c'est que cette activité des termites, donc qui conduit à cette production de buts, eh bien, permet en fait le maintien de tâches de biodiversité. On le comprend. Donc ici, quelques résultats qui montrent, bon, inutile d'aller dans le détail, mais on voit qu'ici correspondent en fait les rizières, uniquement 3 espèces observées dans les rizières, très peu dans les zones dans les digues, qui sont ces zones qui séparent les rizières, et ici la liste des espèces qui furent mesurées dans les buttes. Et on comprend bien qu'en fait, durant la saison des pluies, lorsque tout est inondé, ces buttes constituent le seul endroit où les autres invertébrés du sol peuvent se réfugier. Durant la saison sèche, alors qu'il n'y a plus de litière, plus de nourriture, que les sols sont sans protection, ces buttes sont aussi les seuls endroits où les arbres permettront un maintien de l'humidité, où il y aura de la nourriture aussi pour les animaux. Et donc, ces milieux constituent en fait donc cette activité thermique permet donc en fait le maintien d'une biodiversité générale à l'échelle du paysage cette fois-ci. On a vu précédemment que ces buttes contenaient plus d'argile, plus de matière organique, plus de nutriments. Et les agriculteurs l'ont bien compris, ils les utilisent sans les détruire. Ils vont en fait tailler, sculpter en quelque part ces buttes pour les maintenir l'activité des organismes qui s'y trouvent et prélever ce sol qui va être utilisé, et c'est la photo de dessous, qui va être utilisé comme amendement dans les rizières, mais aussi dans des zones un peu particulières pour faire du maraîchage. Donc un effet favorable sur la fertilité. Ces milieux étant donc des milieux plus ombragés, plus riches, plus fertiles, certains agriculteurs vont, eux, faire le choix de les utiliser pour cultiver d'autres plantes. Donc ici, un exemple, des courges. Les agriculteurs ou les villageois dans cette région consommant pour la plupart des insectes, et on a vu avant que ces milieux regorgeaient ou pouvaient avoir plus d'insectes, ils vont aussi donc servir à se nourrir, à collecter des insectes, en particulier des termites, qui vont pouvoir être consommés par les populations locales, aidant ainsi à la diversité, à la sécurité alimentaire de ces populations. On trouve aussi sur ces buttes des champignons qui résultent en fait d'une association spécifique, symbiotique, entre les termites et un champignon. Et donc, le champignon fructifiera et ce champignon pourra être collecté et aussi utilisé, donc contribuant aussi à cette sécurité alimentaire ou diversité alimentaire de ces populations locales. Un autre exemple à droite, totalement différent peut-être, mais qui rejoint le scarabée que je vous ai présenté avant, un aspect peut-être plus culturel et qui montre un peu une relation quelque part presque intime avec les termites. On a donc en haut à droite une pagode avec une stupa et au-dessus une représentation de Bouddha. Et on voit en fait les termites totalement recouvrir cette stupa et les villageois laisser en fait cette termitière s'installer et recouvrir cet objet cultuel. En bas à droite, donc un collègue qui pose à côté d'une termitière au Cambodge et qui présente en bas une stèle présentant également Bouddha. Donc on voit là une relation quelque part intrigante, voire intime, comme je le disais précédemment, avec les termites. Alors si l'on résume un petit peu tout ça, on peut se dire à la question finalement de pourquoi ils sont si importants. On peut dire que finalement, les termites, du fait de cette activité biologique, vont être capables de fournir une diversité de services qu'on appelle de services écosystémiques, des services d'approvisionnement, de régulation, de soutien, et que cela va contribuer finalement à la fourniture de divers objectifs ou du développement durable. Je pense en particulier aux objectifs tels que l'éradication de la pauvreté ou la lutte contre la faim, en parlant de sécurité alimentaire, l'accès à la santé, je ne l'ai pas mentionné, mais on trouve sur ces buts divers arbres qui sont utilisés par les populations locales pour se soigner. Un effet favorable sur la dynamique de l'eau et l'épuration de l'eau, un effet favorable aussi, finalement, alors que les rizières sont quand même des milieux grandement émetteurs de gaz à effet de serre, on trouve dans ces milieux une concentration de matière organique, de biodiversité. Bon, tout cela va donc jouer un rôle extrêmement favorable et donc assurer donc divers services. Et voilà.
Et si l'on revient sur les dernières photos que je vous ai montrées, on peut même dire que les termites, quelque part, fournissent des services aussi du type culturel. Et je vous propose d'aller avec moi en Inde, où on voit dans le sud de l'Inde des termitières qui peuvent être recouvertes de tissus, de pigments de diverses couleurs, où des populations locales, des gens viennent y faire des offrandes, viennent prier. Alors, évidemment, ce n'est pas les termites qui sont vénérés dans ce cas-là. La réponse n'est évidemment pas si simple que ça. Un des éléments de réponse, c'est que les termitières vont en fait offrir un refuge ou un habitat, et on rejoint là le concept d'ingénieur de l'écosystème que je décrivais avant. Ça va servir d'habitat pour les serpents. Et les serpents, enfin le serpent étant l'animal, quelque part, l'animal, j'allais dire presque l'animal fétiche, quelque part, de Shiva, qui est un des dieux principaux de la Trimurti, donc la trinité hindoue. Voilà, j'allais dire aussi, le serpent, c'est également celui qui viendra protéger Bouddha, mais c'est une autre histoire. Une autre explication à ces offrandes tient dans l'histoire de Valmiki. Valmiki, c'est le personnage qui est représenté ici en train d'écrire. Valmiki, avant de s'appeler Valmiki, ce monsieur s'appelait Ratnakara. Et Ratnakara était un criminel, donc un meurtrier, un voleur. Et un jour, ce personnage, donc Ratnakara, rencontra un sage védique, Naranda Muni, qui lui enseigna donc la méditation. Ratnakara se mit donc à méditer. Il médita si bien et si longtemps, plusieurs milliers d'années, que les termites commencèrent à construire leur termitière sur son corps et à l'ensevelir. Et au bout d'un moment, Ratnakara s'éveilla, il sortit et il devint alors Valmiki. Valmiki qui veut dire celui qui est né de la termitière. Et donc, Valmiki se mit alors à écrire, et c'est pour ça qu'on le voit écrire ici sur cette illustration, il se mit à écrire un des ouvrages les plus importants de l'hindouisme, le Ramayana. Et cette histoire que j'aime beaucoup est particulièrement intéressante parce qu'elle nous montre que les insectes, et ici les termites, sont capables à partir du pire, donc les crimes de Ratnakara ou les disservices, c'est-à-dire les effets négatifs qu'ils peuvent avoir sur nos cultures, par exemple, et bien à partir du pire, les termites sont capables de créer le meilleur, c'est-à-dire Valmiki et l'écriture du Ramayana, ou encore fournir la fourniture de tous les services, enfin, de divers services écosystémiques importants pour nos sociétés. Donc, peut-être que la morale de cette histoire, c'est que l'avenir de nos sociétés, ou du moins l'avenir de nos interactions avec les insectes, passe peut-être par notre capacité à cohabiter avec eux et peut-être à comprendre que leur aspect positif ou leur aspect négatif, que leur aspect, que les services qu'ils peuvent nous fournir ou les disservices, c'est-à-dire les effets négatifs qu'ils vont avoir sur nos sociétés, eh bien, tout cela est finalement intrinsèquement lié et que pour avoir l'un, eh bien, il faut aussi peut-être avoir l'autre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Pascal. Peut-être on peut, voilà. Donc, on va regarder les questions. Merci beaucoup pour cette présentation qui était fort intéressante et qui nous a fait voyager dans l'espace. Donc, pourquoi parle-t-on souvent d'ingénieur du sol? Alors, je dirais que, à la différence de toute cette biodiversité qui va jouer un rôle colossal dans ce que je présentais avant, comme les réseaux trophiques, c'est-à-dire tous ces animaux qui vont être consommés ou consommés, on a certaines espèces, donc on pense chez nous aux vers de terre, qui vont avoir un rôle en plus. Ce petit rôle en plus, ça va être de créer des habitats, de modifier le sol, de créer des structures particulières. Donc, c'est les turicules des vers de terre chez nous. Sous les tropiques, ce seront donc ce que je vous ai présenté avant, donc ces termitières, par exemple. Et donc,
Donc des structures extrêmement différentes qui vont constituer en fait un habitat pour une grande diversité d'autres animaux ou des micro-organismes. On voit clairement que la microflore, donc les micro-organismes qu'on va trouver par exemple dans les turricules de vers de terre ou dans les termitières, sera extrêmement différente de celle qu'on aura dans le milieu environnant. Ça va être un milieu privilégié par exemple pour le développement de certaines espèces de plantes. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est lié en fait au concept d'ingénierie de l'écosystème. D'accord. Quel exemple frappant de la dépendance d'un écosystème envers un insecte? Alors, la question est un peu difficile. Je pense que malheureusement, c'est un peu l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que on peut, nous, produire des écosystèmes sans insectes. Ça va être le cas, par exemple, de nos systèmes productifs, où on va avoir finalement, via l'utilisation de pesticides, d'insecticides, on va réduire grandement, voire totalement s'affranchir quasiment de l'activité des insectes. Euh, la question, c'est est-ce que ce sont des milieux durables? Je pense que dans l'esprit de tout le monde aujourd'hui, il y a une sorte de consensus. La réponse est non. Euh, donc, je pense qu'on peut avoir des milieux sans insectes. Est-ce que les insectes peuvent disparaître et est-ce qu'on peut avoir des écosystèmes sans eux? Comme je le disais, c'est un choix, mais on s'avance vers quelque chose de non durable. Aujourd'hui, notre approche du fonctionnement des écosystèmes est différente et on aura tendance à penser que finalement, un écosystème à un écosystème est associé à une grande diversité de rôles, de fonctions écologiques, de processus écologiques, et qu'un grand nombre de ces processus va être influencé par des insectes. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment clairement répondu à votre question. Oui, 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 c'est bien. Quelqu'un, là, c'est un commentaire. Donc, on n'a pas beaucoup parlé de l'aspect nutritif des insectes. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a, bon, comme je disais, c'est à peu près 2,5 milliards de personnes, je crois, qui consomment des insectes dans le monde. Ça peut paraître surprenant, voire choquant dans nos sociétés. Ça ne l'est évidemment pas dans de nombreux autres. Alors, au-delà de l'aspect, je dirais presque récréatif, ou lorsqu'on va, ou ludique, lorsqu'on part en vacances et qu'on va quelque part où des insectes sont proposés, ou d'autres espèces, hein, embrochés ou frits, etc. Euh, Au-delà de cet aspect, je dirais que, et au-delà du fait aussi que je pense qu'il y a aussi un consensus sur le point qu'il faut changer notre façon de cultiver, de produire, et que les insectes peuvent fournir une alternative durable et fournir des protéines, disons, à bas coût environnemental. Voilà. Mais au-delà de ça, je voudrais juste insister sur un point que je connais un petit peu plus, qui est la situation en Asie du Sud-Est, où on a des vrais déficits, des vraies carences en vitamines, en nutriments, en protéines, où finalement la diversité alimentaire est extrêmement réduite, et où les insectes, en fait, fournissent quelque part une alternative et fournissent des apports alimentaires donc, et contribuent quelque part à la sécurité alimentaire de nombreuses populations. Voilà. D'accord. Une question qui dit, alors, certains insectes ont-ils déjà totalement disparu de la planète? Alors, forcément. Alors, je pense que la réponse, enfin, forcément, il y a des espèces qui ont disparu, puisque on trouve des fossiles. On a eu des espèces qui étaient là avant, qui ont disparu. Par exemple, les grandes libellules dont je parlais avant, qui faisaient 70 cm d'envergure, celles-ci ont totalement disparu. Enfin, je l'espère. Ou alors, il va falloir se cacher si elles reviennent. Mais je pense que la question était plus liée à la situation actuelle. Alors, je ne suis pas sûr des chiffres. Je pense que c'est à peu près 2 à 5 % des espèces qui ont disparu depuis le début de l'ère industrielle. Je pense qu'il y a un grand nombre. Aujourd'hui, ce qui fait un petit peu foi, c'est que un grand nombre d'espèces sont menacées. Alors, cette question est aussi intéressante parce elle nous ramène au rapport qui a été fait il y a peu là, par le Muséum d'histoire naturelle et qui présente en fait
qui présente que la France, en fait, compterait 20% d'espèces menacées. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ces 20% d'espèces menacées, c'est 20% vraiment d'espèces qui ont été observées. Donc, ce n'est pas 20% au total. Et que, je crois, en dehors des libellules ou des odonates, on n'a pas d'informations quantitatives sur les insectes. Donc, en fait, on s'avance à dire qu'un grand nombre d'espèces d'insectes sont menacées. Donc, je crois que c'est 40% des espèces qui seraient menacées ou qui seraient amenées à disparaître dans les décennies à venir. Mais en fait, faute de connaissances, ça reste des hypothèses où ce sont des modèles qui nous disent ça. On a peu d'expérience, on est toujours dans la découverte de nouvelles espèces. Et le fait est qu'on n'a pas assez de recul, en fait, à mon sens, sur cette disparition, qui est un fait, hein, qui est évident, mais à quel point je pense que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Mm. Comment réagissent les insectes aux aléas climatiques, hein, tels que la sécheresse, les inondations, le feu, etc. Alors là aussi, je pense que, sans vouloir jouer, être sur le créneau de la polémique et à vouloir dire que le changement de température, etc., n'a pas d'effet sur les termites, sur les insectes, excusez-moi. Je pense que l'élément déterminant, ce n'est pas forcément ce changement global. Et peut-être que si j'ai le temps, je vais vous expliquer pourquoi. Mais l'élément déterminant, c'est avant tout le changement, la destruction des habitats des insectes, la destruction des habitats et puis et la conversion d'habitats naturels en système cultivé, par exemple, ou en système urbain, voilà, en milieu urbain. Et donc, ça, c'est la principale des contraintes. Et je pense que l'essentiel de cette disparition de ces insectes, cette menace sur les insectes, elle est là. Le deuxième, peut-être, effet le plus important, ce sera peut-être lié à, bon, évidemment, mais c'est lié à l'utilisation de produits de chimiques ou au développement ou à la présence d'espèces invasives, par exemple. C'est aussi un gros problème. Et je pense que plus tard vient la problématique du changement global et du réchauffement, etc. Mais juste pour terminer, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre avec du recul, parce que c'est une vérité aujourd'hui, mais l'explication, c'est qu'en fait, on n'a pas d'information. On est en train de le vivre, le changement. Et donc, et l'observation, la description, elle intervient avec du recul. Et donc, cet effet du changement climatique qui est en train de s'opérer actuellement, eh bien, on sera, nous, capables de décrire son impact sur les insectes que plus tard, en fait. Donc à prendre avec précaution. Voilà. D'accord. Alors, en quoi les insectes peuvent changer la donne en matière de sécurité alimentaire? Mais c'est ce que j'essayais de vous présenter tout à l'heure, c'est-à-dire que, encore une fois, au-delà de cet aspect direct où on peut consommer des insectes, je repense par exemple en Thaïlande où les gens vont cultiver des grillons ou vont consommer des nettes, etc., où on va pouvoir se nourrir pardon, directement des insectes. Je pense que les insectes peuvent, et c'était un peu l'objet de ma présentation, peuvent fournir en fait une grande diversité de services tels que liés à la fertilité. Et qui dit fertilité dit productivité, et qui dit productivité dit aussi, eh bien, quelque part, sécurité alimentaire ou croissance économique, et donc réduction de la pauvreté. Et donc, tout ça est finalement intrinsèquement lié. Et donc, le grand défi, je pense, un des grands défis qu'on a, c'est de non pas dépenser des milliards ou des millions à essayer de trouver des molécules chimiques qui vont nous permettre d'exterminer les insectes, même si c'est évident que c'est justifiable au regard par exemple, de l'effet des moustiques hein, sur la santé des hommes. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'une partie de cet argent, de cette énergie et de cette réflexion, elle pourrait être aussi menée à réfléchir sur la diversité des rôles que fournissent les insectes. Et comme pour les exemples que je vous ai présentés, un qui vient d'Asie du Sud-Est, un autre qui vient d'Afrique subsahélienne, finalement, peut-être qu'on sera un jour aussi, nous, capables d'utiliser cette diversité, cette activité pour améliorer le fonctionnement des écosystèmes. Voilà. Enfin, juste deux mots. Je n'oublie pas le fait qu'il y a aussi de nombreux insectes qui sont utilisés chez nous comme auxiliaires de culture. Voilà. Qu'on ne me tombe pas dessus après pour me dire que j'oublie l'essentiel chez nous. Ok, alors je pense qu'on a le temps pour une dernière question.
Quels sont les impacts positifs des moustiques et des autres insectes nuisibles dans le fonctionnement des écosystèmes? Alors, donc c'est évidemment une question un peu piège. Évidemment, quand on pense aux moustiques, on pense à, donc comme je vous disais, presque 1 million de morts par an, à tous les dégâts sur la santé. Mais je crois qu'il y a à peu près 3500 espèces de moustiques dans le monde. Alors, c'est peut-être pas exactement ce chiffre-là, mais c'est considérable. Donc, à peu près 3500, une dizaine qui doivent être hématophages ou qui doivent piquer l'homme, et quelques-unes seulement qui jouent vraiment un rôle, qui vont transmettre des maladies, la dengue, le palu, chikungunya, etc. Et donc, on voit que de 3500 à quelques-unes, et on a quand même une grande marge, et que donc les moustiques, s'ils sont si nombreux, c'est qu'ils font autre chose que piquer les hommes. Les moustiques, ils vont, par exemple, on l'oublie, mais ils vont jouer un rôle aussi important sur la pollinisation. Ils vont se nourrir du nectar des plantes et donc être des agents pollinisateurs. Les insectes, les moustiques, ce sont aussi au stade larvaire, ils vont être dans le milieu aquatique, ils vont aussi contribuer à épurer et donc à améliorer la qualité de l'eau. Voilà. Et puis servir aussi finalement de repas, de proie pour d'autres animaux que on sera content d'avoir ou dans nos milieux. Voilà. Donc les choses ne sont pas si simples et donc les moustiques, eux aussi, assurent une multitude de fonctions et de rôles, et ont aussi de nombreux rôles écologiques dans leur milieu. D'accord. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations, cette présentation et la réponse aux questions. On n'a plus de questions, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Puis on a dépassé un petit peu le temps, donc tout va bien. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous d'avoir écouté. Au revoir.